Vendredi dernier, dans une atmosphère de victoire soigneusement orchestrée, Donald Trump signait en grande pompe une loi qui, selon ses mots, allait sauver l'avenir de la crypto. Son nom, c'est le Genius Act. D'après lui, il a été appelé comme ça en son honneur. Bon alors c'est pas qu'un clin d'œil à son ego, évidemment. En vrai, ça veut dire Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoin. Faut vraiment voir ça comme un geste politique fort à destination de tout l'écosystème crypto, qui le soutient de plus en plus ouvertement, forcément. Dans la salle, il y a les grosses têtes de notre industrie qui sont là. Brian Armstrong de Coinbase, Paolo Ardoano de Tether, Jeremy Allaire de Circle, les jumeaux Winklevoss, bref, ils sont tous venus assister à ce moment historique. En même temps, on les comprend, c'est la consécration d'un combat qu'ils ont mené pendant des années, face à l'hostilité des régulateurs, au blocage de la SEC, au procès, au gel des comptes, aux menaces voilées, etc. Ce jour-là, c'est presque comme si Trump leur offrait l'armistice sur un plateau d'argent, à eux et à tout l'écosystème crypto en fait. D'ailleurs, même s'il a fait pas mal de bruit dans nos sphères, ce texte de loi est passé presque inaperçu auprès du grand public. Pourtant, il est le point de départ d'une redéfinition du rapport entre l'État, le dollar et les cryptos. Il encadre les stablecoins en leur donnant un statut légal et affirme ainsi renforcer le rôle du dollar et son hégémonie à l'échelle mondiale. Le Genius Act, c'est un texte de loi purement américain, calibré pour les Américains et profitable aux Américains avant tout. Trump présente ça à la fois comme un accélérateur de l'innovation, ainsi qu'un outil permettant de pérenniser la place des États-Unis dans le monde, entre autres. Mais comme toujours avec ce genre de texte, il y a des détracteurs. Certains l'accusent de vouloir offrir les clés de la finance aux big tech au détriment de la vie privée et des valeurs fondamentales des cryptos par exemple. Alors concrètement, il y a quoi dans ce fameux Genius Act ? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. On est peut-être sur l'un des textes les plus importants pour l'avenir de notre industrie, alors accrochez-vous. Allez, c'est parti. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, on va rentrer dans le vif du sujet. Le Genius Act, qu'est-ce que c'est vraiment ? Derrière ce nom aux airs mégalo se trouve en réalité le tout premier cadre législatif fédéral américain spécifiquement dédié aux stablecoins. Et pas n'importe lesquels, ceux adossés au dollar et totalement backés par des réserves en cash ou en bons du trésor. La loi définit précisément qui a le droit d'émettre ces stablecoins. Ce seront des entités agréées, c'est-à-dire des banques fédérales ou bien des entités dûment enregistrées auprès du département du Trésor. Les émetteurs devront garantir que chaque token en circulation est collatéralisé à 100% par de la monnaie réelle ou des actifs très liquides et qu'il peut être échangé à tout moment contre $1. Et là vous vous dites peut-être ok, donc c'est juste une charte pour autoriser les stablecoins en gros. Non, c'est bien plus stratégique que ça. En fait, le Genius Act, c'est une tentative de modernisation complète du système de paiement américain, avec pour ambition de faire du dollar tokenisé un standard. Dans le texte, on retrouve l'idée que les stablecoins pourraient offrir des paiements plus rapides, moins chers, plus inclusifs, tout en renforçant la domination du dollar face à ses concurrents, vous vous en doutez. Les concurrents en question, c'est une façon détournée de désigner le yuan numérique chinois, ou même les ambitions de certaines cryptos décentralisées. Mais attention quand même, la loi ne donne pas carte blanche à tout l'écosystème. Les stablecoins dits algorithmiques, ou un peu exotiques, ne sont pas du tout inclus dans le texte. Le Genius Act s'adresse à un usage très institutionnel, très pro-dollar, très américain finalement. On y trouve aussi des dispositions anti-blanchiment, des règles de transparence des réserves, des audits et notamment une interdiction claire pour la Fed de lancer une monnaie numérique de banque centrale, la fameuse CBDC. Ouais, parce que la première version du texte laissait un peu entendre qu'une CBDC aurait pu voir le jour par des moyens détournés. Des élus républicains ont fait bloc pour rejeter le texte dans cette version et en ont amendé une nouvelle avec une interdiction formelle, sans possibilité de contournement. En d'autres termes, l'État dit oui aux stablecoins privés, mais non à un e-dollar chapeauté par le gouvernement. C'est ce savant dosage entre régulation, innovation et stratégie géopolitique qui fait toute la particularité du Genius Act. Et c'est pour ça qu'il a été autant célébré par l'industrie. C'est aussi pour ces raisons que Trump parle de ce texte comme un tournant majeur pour l'écosystème, mais aussi comme d'un nouvel âge d'or des États-Unis. Alors d'abord, il faut comprendre le contexte politique. Sous l'administration Biden, les relations entre Washington et le secteur crypto étaient franchement tendues. Je vais pas vous refaire l'histoire, mais entre les poursuites à répétition de la SEC contre les plus gros acteurs du secteur et toutes les mesures anti-crypto qu'on voyait arriver, c'était pas la joie. Gary Gensler, l'ex-président de la SEC, était vu comme l'ennemi public numéro 1 du secteur. Dans le discours qu'il a fait au moment de signer le Genius Act, Trump insiste « Je vous ai débarrassé de Gensler, j'ai mis à sa place quelqu'un qui veut construire l'avenir au lieu de le bloquer ». Il parle lui-même d'un visionnaire, d'un régulateur juste et respecté de toutes les grandes sphères financières. Mais c'est que la partie émergée de l'iceberg. Car ce que Trump vend avec le Genius Act, ce n'est pas juste un cadre légal pour les stablecoins, c'est une vision, celle d'un dollar réinventé, rendu plus puissant grâce à la blockchain.
Il y voit un outil stratégique pour restaurer la domination monétaire des États-Unis, contrer les ambitions des BRICS et renforcer la demande en bons du trésor. Dans son esprit, chaque stablecoin adossé au dollar, c'est $1 de plus stocké dans une banque américaine. C'est de la demande en dette US, c'est de la liquidité, c'est du soft power en gros. Et puis il y a l'image, celle d'un président qui comprend la tech et qui ne méprise plus la crypto, mais qui s'en empare pour en faire un levier de puissance économique et stratégique. D'ailleurs, il le dit lui-même, le dollar tokenisé pourrait être la plus grande révolution technologique financière depuis l'invention d'Internet. Rien que ça. Ce n'est donc pas un hasard si cette loi arrive emballée dans un storytelling triomphant, un grand coup de patriotisme économique et de symboles forts comme le pardon présidentiel de Ross Ulbricht ou la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Tout ça, ça fait partie de sa stratégie. Bien sûr, tout le monde ne partage pas cet enthousiasme ni sa vision. Dès l'annonce du Genius Act, les critiques n'ont pas tardé à pleuvoir, notamment de la part d'associations de défense de la concurrence et de la vie privée. Le rapport publié par l'American Economic Liberties Project, qui est un groupe connu pour son opposition à l'emprise des géants de la tech, est sans appel. Pour eux, le Genius Act est une porte grande ouverte à la domination des big tech sur le futur du système monétaire. Ils s'inquiètent notamment de la place laissée à des entreprises comme Circle pour émettre leur propre stablecoin avec un accès direct au marché grand public, tout en contournant les obligations strictes imposées aux banques. Leur crainte, en résumé, c'est qu'on ne fasse que remplacer une dépendance bancaire par une dépendance technologique. On ne serait pas en train de démocratiser la finance, mais plutôt de créer un nouveau cartel avec quelques plateformes capables de contrôler l'émission, la circulation et les frais associés à ces nouveaux dollars numériques. D'ailleurs, du côté des banques, ça tire un peu la gueule aussi. Juste après la signature du Genius Act, plusieurs géants crypto comme Circle ou Ripple ont déposé des demandes de licence bancaire fédérale auprès de l'OCC, une branche du Trésor US chargée de réguler et de surveiller les banques nationales implantées aux États-Unis. Et là, le lobby bancaire traditionnel a sorti les griffes. Dans une lettre co-signée par les plus grosses fédérations du secteur, les banques demandent un gel immédiat de ces demandes. Elles accusent les entreprises crypto de vouloir contourner les règles classiques avec des dossiers jugés trop flous, sans vraie activité fiduciaire. Dans cette réaction, il y a une peur bien réelle. Déjà, les stablecoins menacent leur modèle, ces dollars numériques pourraient détourner les dépôts, échapper à leur contrôle et faire d'acteurs comme Circle les nouvelles banques de demain, sans les mêmes contraintes. Mais aussi et surtout, c'est une façon d'admettre leur retard et de dire « Attendez les mecs, on n'est pas encore prêts nous ». On assiste presque à la guerre Uber-Taxi, mais version banque traditionnelle. On verra bien qui en ressortira vainqueur. Une autre critique majeure, c'est le flou juridique autour des garde-fous. Si la loi impose que les stablecoins soient adossés à 100% à des actifs sûrs comme des bons du trésor, elle laisse beaucoup de marge sur la gouvernance, les audits et surtout sur la protection des utilisateurs. Quid de la vie privée, de la responsabilité en cas de faillite ou de gel des fonds? Qui arbitre si un stablecoin dysfonctionne? Eh bah, silence radio, le texte n'est vraiment pas super clair sur ces points. Et puis il y a les questions de surveillance et de pouvoir monétaire. Certains voient dans cette loi une stratégie masquée pour redonner à l'État américain le contrôle d'un système qu'ils craignaient de voir lui échapper. Un système où des stablecoins privés pourraient renforcer le dollar, mais au prix d'un traçage accru des transactions et d'une concentration inédite des données financières. En somme, une monnaie numérique de banque centrale mais qui ne dit pas son nom. Ça, c'est pour les critiques, mais si on prend un peu de recul, on comprend vite que le Genius Act, ce n'est pas juste un cadeau pour l'industrie crypto, c'est aussi et peut-être surtout une manœuvre géopolitique. Depuis des années, les États-Unis voient le dollar perdre du terrain face aux ambitions de certains blocs émergents. La Chine pousse son yuan numérique, les BRICS parlent de créer leur propre monnaie commune pour s'affranchir du dollar, et même des pays alliés commencent à chercher des alternatives pour commercer. Face à ça, le Genius Act, c'est un peu une riposte à la dédollarisation mondiale, mais une riposte maligne, et au lieu de lancer une CBDC gérée par la Fed, comme le fait la Chine, les États-Unis misent sur le privé en donnant aux entreprises comme Circle les moyens d'émettre des dollars tokenisés partout dans le monde et sur la blockchain. Trump l'a dit sans détour, chaque stablecoin adossé au dollar, c'est un dollar de plus dans le système. C'est bon pour la dette, c'est bon pour le pouvoir d'achat et surtout c'est bon pour l'Amérique. Dans son esprit, c'est simple, si vous ne pouvez pas empêcher les stablecoins d'exister, alors autant faire en sorte qu'ils servent votre monnaie. Et c'est là tout le cœur de la stratégie, utiliser les rails de la blockchain, non pas pour contourner l'État, mais pour étendre la portée du dollar au-delà des frontières traditionnelles. C'est une forme de dédollarisation à l'envers en somme, où ce n'est pas le monde qui se libère du dollar, mais le dollar qui se libère de ses anciennes limites. Alors ce fameux Genius Act, il nous apporte pas mal de trucs. Une reconnaissance officielle des stablecoins, oui, un virage réglementaire majeur sans doute, mais aussi une reconfiguration en profondeur du rapport entre l'État, la monnaie et la technologie.
Avec ce texte, les États-Unis ne cherchent pas juste à autoriser les stablecoins et à légitimer l'écosystème crypto, ça va bien au-delà. Ce qu'ils veulent, c'est renforcer leur économie, consolider le dollar et pourquoi pas bousculer les règles du jeu. Le billet vert est l'étalon mondial depuis plus de 50 ans maintenant, et peut-être qu'il était temps de le faire évoluer. Pour l'industrie crypto, c'est une victoire, une légitimité qu'elle réclame depuis des années, mais comme souvent, le diable est dans les détails. Entre les risques dont je vous ai parlé, le lobby bancaire qui n'est pas content et l'absence de protection claire des utilisateurs, le Genius Act soulève autant de promesses que de questions. Et au fond, peut-être que la vraie question c'est celle-là. Est-ce qu'on vient d'assister à l'acte de naissance d'un écosystème monétaire plus libre, plus ouvert et plus efficace ? Ou est-ce qu'on a simplement ouvert la boîte de Pandore d'une nouvelle ère de centralisation numérique où les dollars circulent plus vite mais sous surveillance? Bah ouais, vous le savez, sur la blockchain, tout est traçable après tout. Alors à voir comment ça évolue dans le futur parce que le texte est passé, certes, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des rebondissements. La régulation fait son chemin et on arrive de plus en plus à entrevoir à quoi ressemblera l'écosystème dans le futur. En tout cas, soyez sûr qu'on va suivre tout ça de près pour vous, et pour ne rien rater, pensez à rejoindre notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news de l'écosystème en direct live, et franchement, ça donne vraiment une avance de dingue. C'est totalement gratuit évidemment, je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et partagez-la, ça nous aide beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce fameux Genius Act, et si pour vous, ça va dans la bonne direction. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine, bye.